Place à présent à l'invité plateau. Nous avons énoncé la thématique revalorisation culturelle, ce qu'il faut attendre d'un festival ou d'une journée culturelle. Pour en parler, nous recevons ce matin Madame Honorine Ongué Minsa, responsable communication de l'ONG Génération Ekong. Bienvenue, Madame Minsa. Merci. Comment allez-vous, Madame? Je vais bien, merci. J'espère que vous aussi. Nous allons bien. Première fois sur notre plateau? Non, deuxième. Celui de la matinale? Non, première fois. Dans un autre plateau? Oui, oui. Ok, d'accord. Revalorisation culturelle. La culture, un sujet qui fait mouche, un sujet qui fait parler. Tout le monde s'intéresse à la culture ces dernières années, mais on ne sait pas toujours ce que c'est réellement. On confond un peu culture et tradition, culture et ésotérisme, spiritualité. Dites-nous, vous qui êtes du domaine, c'est quoi réellement la culture? Eh bien, il faut savoir que le patrimoine culturel, c'est la mémoire vivante d'un peuple. C'est ce qui le définit, c'est ce qui lui confère une identité. Normalement, c'est son ADN, en fait. Donc, c'est tout simplement, la culture, c'est tout simplement ça. C'est notre ADN, c'est notre essence. Voilà. Donc, c'est un ensemble de traditions, d'art. Exactement, de savoir-faire. De valeurs. Est-ce qu'on peut le définir comme l'ensemble de tout ce qu'on fait et qui a, on va dire, un attrait à nous, de tout ce qu'on fait et qui directement, quand on nous voit, on se dit, lui, il doit être, par exemple, gabonais. Parce que tous les Gabonais font ça. Généralement, c'est comme ça que les Gabonais font. C'est comme ça qu'ils parlent, c'est comme ça qu'ils dansent, peut-être. Exactement, c'est ce que j'ai dit. C'est une identité. C'est une identité qui nous est propre. Et donc, avoir un patrimoine culturel, c'est avoir justement cette identité qui nous distingue des autres, surtout à l'ère de la mondialisation. Donc, c'est important aussi de savoir avoir son ADN, son identité qui lui est propre. Et si on parle de modernisation, justement, c'est un phénomène qui semble aujourd'hui être un problème pour nos cultures, justement, culture africaine ou culture gabonaise en particulier. Et la nôtre peut-être encore plus que d'autres parce que le Gabonais a tendance à, comme une éponge, absorber beaucoup de choses et parfois on a l'impression qu'on fait beaucoup plus ce que les gens font ailleurs et que ce qui est fait chez nous, ce qui nous est inhérent, on ne le fait plus vraiment. Est-ce que la modernisation est un problème en soi pour la culture? Oui et non. Oui et non. Oui, parce que la modernisation crée une sorte d'érosion des pratiques ancestrales. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on aura honte il y a des jeunes filles qui ont honte de porter des kabas parce qu'elles se disent que ce n'est pas à la mode. Une magnifique tenue comme la vôtre d'ailleurs. Par exemple, merci beaucoup. Donc elles vont se dire c'est pas la mode ou bien on va se moquer de moi, mais on est en Afrique. C'est une tenue africaine, c'est une tenue qui valorise la femme africaine. Ce sont des couleurs et l'Afrique, comme on le sait, l'Afrique est colorée. Et donc porter ces couleurs, c'est porter fièrement ce que l'on est. Et on a ça, et puis on a aussi le fait de parler la langue locale. Oui, un grand problème au Gabon quand même, qui est débattu sur plusieurs plateaux, et même au niveau de l'éducation nationale, où on essaye d'intégrer les langues dès le plus jeune âge à l'école, mais on n'arrive toujours pas à le faire. Or, ce serait bien. Donc, la modernisation, justement, je disais que ça crée cette érosion des pratiques ancestrales parce que le fait d'avoir honte, le fait de vouloir ressembler aux autres, ça crée justement cette fragilité. Et puis, je disais non, parce qu'on arrive à combiner. Ça arrive. Vous avez des jeunes, comme par exemple le jeune rappeur MOR, qui, je parle de lui, il était venu à Gabon 24 il y a 6 mois. Et il a parlé de justement le retour aux sources, parce qu'il disait que les jeunes ont tendance à se perdre justement, à ne plus savoir exactement où sont leurs repères. Et donc lui, il a modernisé la tradition, donc c'est vraiment une très belle créativité artistique de sa part, c'est-à-dire qu'allier le rap à
ce qui se fait chez nous, le clip est entièrement traditionnel, tout est On a pu le pur. voir sur différents réseaux sociaux. Et c'est très beau. Donc, d'une certaine manière aussi, la modernisation peut ne pas être un frein. Vous parlez de retour aux sources, justement, c'est un sujet également qui intéresse beaucoup de jeunes aujourd'hui, mais on confond parfois, on ne sait pas trop. Retour aux sources, est-ce que c'est synonyme d'aller se faire initier au Witi? Est-ce que c'est synonyme de participer à une veillée de Ndjembe, par exemple? On a l'impression que c'est un peu ça, mais c'est quoi réellement le retour aux sources? De quoi on parle aujourd'hui? Dans notre ONG Génération Ekan, qui a fêté ses 10 ans le 26 juillet dernier, on prône beaucoup le retour aux sources. C'est quoi le retour aux sources? C'est-à-dire que retourner à nos valeurs. Parce que on a, vous voyez, les mariages traditionnels, par exemple. On a nos enfants qui vont devoir aussi marier leurs fils et leurs filles. Mais si vous ne savez pas ce qu'il faut dire devant, si vous ne savez pas comment les cérémonies se déroulent, et justement l'avantage de cette ONG, c'est de retransmettre, c'est-à-dire que dire comment voici telle attitude qu'il faut avoir dans telle circonstance, voici ce qu'il faut dire dans telle circonstance, et puis ramener les jeunes aux différents... Les jeux, par exemple, l'ONG Génération Ekan, en partenariat avec la famille Ngomo, organise les tournois de Songo. Le tournoi de Songo, que je ne sais pas si vous connaissez. Qui est un jeu, voilà. Un jeu typiquement gabonais. Traditionnel. Typiquement traditionnel. Et qui ressemble un peu à d'autres jeux qu'on pratique ailleurs, voilà, mais c'est vraiment qui purement... s'appelle Mankala ailleurs et autres. Et vous avez, vous savez, c'est un jeu de stratégie. De grande stratégie, et de calcul mental, en fait. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'on prône le retour aux sources, parce que pour savoir calculer, pour savoir disserter, il faut déjà savoir parler sa propre langue et pouvoir et être stratège. Donc, il y a des petits trucs ludiques comme ça qui se font comme ça, mais qui impactent réellement sur la façon de penser en classe et la façon d'orienter ses idées. Donc le retour aux sources, c'est vraiment très fondamental parce que ça nous aide ça aide aussi les générations à se frayer un vrai chemin dans la société. Et si on parlait de génération Ekan, justement, Ekan, c'est un mot, moi, qui suis fan, ça me parle directement, parce que je sais que fan, c'est un Ekan, tous les fans sont Ekan. Maintenant, est-ce que la génération Ekan, c'est seulement pour les fans, ou bien est-ce que ça a été fait pour les fans à l'origine, et puis d'autres communautés gabonaises, d'autres ethnies peuvent l'intégrer? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on y fait à l'intérieur, à part promouvoir, par exemple, les jeux? Quels sont, parce qu'on parle de revalorisation de la culture, quelles sont les pratiques au niveau de votre ONG qui favorisent justement la valorisation de notre culture en général? L'ONG Génération Ekan s'est donné pour mission d'être la vitrine. Donc la vitrine, la mise en valeur de notre identité culturelle. Elle peut être Ekan comme elle peut ne pas être Ekan. Quelqu'un appartenant à une autre ethnie peut venir et nous proposer, d'accord, leur contenu. Ça peut nous intéresser. On peut créer un événement pour amener les gens justement à comprendre, par exemple, les pleureurs chez les Pounous. On peut s'intéresser à ça. On bien peut réputées, d'ailleurs, au Gabon, les pleureuses, pour nous, elles sont très réputées au Gabon. Voilà, on peut aller vers elles. Et puis, donc, ce n'est pas seulement une question d'Ekan. Génération Ekan, c'est une ONG qui se donne pour mission d'être la vitrine, donc permettre justement ce retour aux sources. Ce retour aux sources, que ce soit Ekan ou non. Et si on parle de retour aux sources, c'est qu'on a remarqué une perte de valeur. Oui. Pourquoi, d'après vous, cette perte de valeur? Est-ce que ça montre également la faiblesse de cette transmission orale qui est propre à l'Afrique, d'après vous? La première école culturelle
même en tout cas dans son ensemble, dans son entièreté, la première école, c'est celle de la maison, c'est la famille. Et la communauté familiale, c'est celle qui apporte justement des valeurs aux descendants. Et ces valeurs se perdent, par exemple, je disais que la modernisation peut être un frein. Et puis on a aussi, je suis chrétienne, mais il y a une sorte de christianisme qui vise justement, voilà, extrémiste, qui vise justement à constituer ce mur-là. C'est-à-dire que j'étais sur je regardais un live TikTok où on parlait on débattait de ça, de l'ésotérisme et le christianisme. Et puis il y a un monsieur qui est monté qui disait oui, en fait, ce rite ésotérique là, vous voyez que c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Ouais. Dans le livre du prophète Osée, il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver à notre culture parce qu'elle périt faute de connaissance. On ne peut pas être un parent et enseigner à son enfant que c'est un rite ésotérique lorsqu'on ne sait même pas ce que c'est que... Mais s'ils ne savent pas, est-ce que c'est parce que leurs parents ont également failli dans la transmission? Lorsqu'on est parent, on est censé avoir des bases de notre identité culturelle. Je ne me suis pas... mes parents ne m'ont pas fait asseoir pour me dire, écoute, voilà la culture. Non, j'ai mes parents qui écoutaient Pierre Claver-Zinc, ma grand-mère, c'est une grande mélomane. Elle écoutait beaucoup la musique et c'est par la suite, lorsque je grandis, elle me manque, donc j'écoute par exemple Pierre Claver dans Ebom et tout de suite je me remets. Voilà, exactement. Et vous comprenez puis, pourquoi elle écoutait ça en longueur de temps? Voilà, moi-même, je me mets à chercher, donc je cherche mon identité, je cherche et je tente de transmettre, il faut que je transmette cela à mes enfants comme moi-même, je l'ai reçu. Il faut donc un effort personnel. Il faut un effort personnel. Il faut un effort personnel et il faut aussi un apport, et c'est d'ailleurs pour ça que je salue les panels tels que les vôtres, qui donnent la possibilité justement aux ONG, aux associations culturelles de pouvoir parler et dire, en fait, éduquer, enseigner de façon pédagogique le fait que la culture, aimer sa culture, ce n'est pas faire partie d'un rite ésotérique ou bien de rentrer ou une initiation quelconque. Ouais. Non, c'est apporter, c'est donner à sa descendance une identité qui leur est propre. Et une identité qu'il ne faut surtout pas perdre. Vous avez dit en amont que la base, justement, dans, on va dire, la transmission culturelle, c'est la famille. Ça commence par là. Ça commence par la famille. Quel est pour vous le rôle maintenant de l'État? Parce que l'État a quand même une grande responsabilité. On parlait en amont de cette volonté d'intégrer maintenant les langues maternelles, ou nos langues locales dès le plus jeune âge. Ça n'arrive toujours pas à se faire. Est-ce qu'il manque de volonté quand même l'État pour ne pas arriver à le faire alors que c'est quand même important. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent plus parler nos langues, ils n'entendent plus, ils ne comprennent plus. Vous lui parlez en langue, il vous dit moi je ne comprends pas ça. Exactement. Et dans ça, il parle de sa propre langue, de son identité culturelle. Est-ce que l'État a, pour vous, échoué à ce niveau ou ne fait pas assez? Dire qu'ils ont échoué, non. Qu'ils ne font pas assez, oui. Vous savez, Génération Ekan a ce qu'on appelle Sikol-Ekan. Sikol, c'est l'école. Ils ont Sikol-Ekan où on apprend la langue Ekan. On étudie. Malheureusement, si le problème des institutions politiques, c'est qu'ils ne s'intéressent pas trop. Ils ne vont pas trop vers ce genre voilà, ils ne prennent pas l'initiative de convoquer des associations ou des ONG pour travailler avec eux et pour pouvoir participer, en fait. Donc, moi, je pense ce serait vraiment bien qu'on institue les langues locales dès le primaire, que ce soit vraiment institué. Pourquoi? Parce qu'on a le président de la République
vous avez vu les élections présidentielles. Vous ne pouvez pas briguer le poste de président de la République si vous ne savez pas parler votre langue locale. Et tous les candidats à la présidentielle ont dû Exactement. cet exercice. Donc, ne pas parler à l'enfant la langue locale, c'est le priver certainement d'un poste aussi grand, prestigieux que celui de la présidence. C'est une porte qui est déjà clairement fermée. Voilà. Donc c'est vraiment important qu'ils prennent au sérieux lorsqu'une porte s'ouvre comme ça, lorsque le président de la République ouvre une porte comme ça, il faut que justement les autorités, les institutions éducatives emboîtent le pas en instituant justement de façon à ce que ce soit une matière de base, parce que c'est très important pour l'avenir en fait. Vous l'avez dit, donc le président de la République met un point d'honneur à la valorisation, Exactement. la revalorisation de la culture. Tout à fait. Donc cette réappropriation de la culture par les Gabonais, ça passe par quoi exactement? Vous avez parlé donc des efforts personnels, vous avez parlé donc du fait d'instituer des langues maternelles dès le primaire, mais encore. Il faut aussi qu'il y ait beaucoup plus de journées culturelles, beaucoup plus des festivals. Il faut qu'il y en ait beaucoup. Vous vous souvenez, à l'époque, Paul Mbabesolo, il avait mis en place la fête des cultures. La fête des cultures, c'était beau. Moi, j'aimais bien participer à plusieurs fêtes de culture pour manger, pour regarder des ballets, pour des œuvres d'art, etc. C'est une vitrine non seulement touristique, mais aussi économique. C'est aussi une vitrine, c'est un panel qui ouvre le regard du grand public et des médias sur notre culture, sur ce qui nous appartient. Lorsque vous allez en Chine, par exemple, mais les Chinois, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? C'est leur culture. Il n'y a pas seulement que les infrastructures, il y a aussi et surtout la culture. Donc, plus de journées culturelles. Les journées culturelles, c'est la mise en avant justement de notre identité. Voici ce qu'on fait, voici ce qu'on propose, voici ce qu'on mange. C'est aussi un volet éducatif. Exactement. Voilà, je parlais de pédagogie tout à l'heure. Ça permet de découvrir, ça permet d'enseigner, ça permet d'éduquer. Vous avez des femmes qui sont là, qui préparent la purée de maïs. Et il y en a qui sont là, qui commencent à éplucher. Quand vous arrivez un peu plus tôt, vous allez les trouver en train d'éplucher les cœurs de maïs. Ensuite, les grains, de faire la bouillie, on appelle le bouillie. Elles écrasent. Ensuite, elles font... C'est justement pour ça qu'il faut un peu plus. Je vais revenir encore sur Génération Ekan qui a ouvert la porte cette année à la journée nationale du Mvet Oyan. D'accord. On a eu la grâce et l'honneur d'accueillir le professeur Grégoire Biyogo qui nous a fait une conférence. On a tenu une conférence avec d'autres Tira. Tira, ce sont des maîtres de Mvet qui nous ont fait un exposé mais extraordinaire sur ce que c'est que le Mvet, les origines et autres. Donnez-nous un peu plus de détails, Madame Insa. Alors, vous avez parlé de cet homme ou ce pasteur qui ne savait pas réellement c'était quoi le Mvet et ça nous pousse à rejeter notre culture. Donnez-nous un peu quelques billes. C'est quoi réellement le Mvet alors? Le Mvet, d'ailleurs, en général, normalement, on ne met pas l'article lorsqu'on parle du Mvet. D'accord. On ne dit pas le Mvet, on dit Mvet. Mvet, c'est un instrument. Brièvement, hein, oui, c'est un instrument très bien. Qui sert à transmettre des épopées, en fait. Ce sont des épopées, ce sont des récits épiques. D'accord. Et ça vous permet de transcender, c'est-à-dire que c'est transcendantal. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque mon grand-père, parce que j'ai beaucoup plus vécu avec mon grand-père, lorsqu'il décède en 2008, on fait jouer, je suis vraiment
atterrée parce que j'ai grandi avec lui. Je passais les vacances à OIM, j'apprenais à l'école primaire à OIM, donc j'étais constamment avec lui. Et puis quand il s'en va, Et puis il y a un conteur qui arrive parce qu'en général, après les deuils, il le sait, après les deuils, on appelle un conteur pour venir narrer et parler. En fait, il grandit le mort et ça vous permet d'oublier. Mais quand il est arrivé, il dit, mais vous êtes en train de pleurer. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que André Minsaki est parti, mais lui, quand il était au royaume d'Engon, lorsqu'il était au royaume d'Engon, il a dit à tous les dieux que moi, donnez-moi 96 ans sur terre. Pendant 96 ans, je vais faire ce que je fais ici, mais en mieux. Et ils se sont mis à rigoler chez les dieux que oh non, mais toi, tu vas rien faire, c'est pas possible. Et donc, quand il arrive sur terre, en 96 ans, donc ça, c'est le conteur qui le dit, oui, que regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il a construit, regardez ses enfants, regardez sa descendance. Et lorsque l'heure est arrivée, il a dit, avant son heure, les dieux jaloux ont commencé parce qu'il a eu 2 AVC. Il s'est remis de ses AVC. Donc, il a expliqué que les dieux étaient tellement jaloux de voir à quel point il a réussi. Ils ont voulu le ramener plus tôt. Voilà, ils lui ont lancé des flèches invisibles que vous n'avez pas vues, mais que nous avons vues. Et il a su se relever. Ça permet de magnifier donc l'image de celui qui est parti. Exactement. Donc, vous voyez que je rigolais, je me suis dit, mais voilà quelqu'un qui ne sait pas. Et ça nous a permis de faire le deuil. C'est-à-dire que nous, quand on retourne à Libreville, moi, je suis juste magnifiée. C'est-à-dire, et il disait qu'à la fin, il a dit, désormais, il a tellement bien fait que les dieux lui ont donné un trône. Vous voyez, il y a des étoiles. Mais parmi ces étoiles, quand vous regardez, il y en a une qui brille plus, c'est celle de votre grand-père. Et donc, à chaque fois, parfois, quand je rentre à la maison et qu'il se fait tard, je me dis, j'ai peur parce que je me dis, je peux me faire braquer. Après, je regarde, je lui dis, toi, je sais que c'est toi qui brille là-haut. Donc, aveugle-moi tous ceux qui vont vouloir me... Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment précieux. Et on va revenir justement à cela. On a parlé en début de semaine, justement, de ce qui a été fait par le passé, par les Occidentaux, dans la transmission de l'information, la transmission historique de l'information. Et l'information africaine a souvent été biaisée. On a souvent raconté des histoires qui n'étaient pas forcément toujours vraies au sujet de l'esclavage, au sujet même de la taille, de la superficie de nos cartes. Est-ce que le manque de valorisation de la culture ne nous amène pas aussi à ça, à ne pas réellement savoir qui on est et à se faire vendre notre identité par quelqu'un d'autre et qui la menuise au plus haut point? Oui, c'est tout à fait ça. Parce que quand vous lisez, enfin, je vais parler surtout de ce que moi je sais, parce que je suis Caen. Vous savez, il y a eu beaucoup d'assassinats. Il y a eu beaucoup d'assassinats lorsque l'arbre de la connaissance qui a été brûlé à OIM, qu'on appelait Nkumekieng. C'est pour ça d'ailleurs que OIM, normalement... Voilà, c'était ça le nom de la ville d'OIM, Nkumekieng. Donc, lorsque ça a été brûlé, en fait, les Blancs, on raconte que les Blancs l'ont brûlé parce que, justement, c'était l'arbre de la connaissance. C'est là que le savoir se transmettait, c'est là que... Et il fallait brûler, et c'est exactement... c'était ça le rôle du colon, c'est-à-dire briser ce qui nous est propre, ce qui nous rendait fiers pour nous apporter leur culture, leur façon de parler, leur façon de penser. Et ça a complètement dénaturé ce que nous faisions, les valeurs, et c'est ce qu'on remarque d'ailleurs aujourd'hui. Et il faut donc que ça change. Et exactement. Donc, c'est ce que vous portez, vous, en tant qu'ONG. Oui. Et vous dites qu'il faut plus de journées culturelles, plus de festivals. Déjà, premièrement, c'est quoi la différence entre les 2 festivals, journées culturelles, et qu'est-ce qu'il faut attendre, finalement, de ces événements-là? Une journée culturelle, les journées culturelles, ce sont des événements ponctuels. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, tous les 1er mars ou bien tous les 7 avril. Donc, ce sont des événements ponctuels qui sont là pour mettre en évidence nos identités. Très bien. Donc, ça a une valeur pédagogique. On va enseigner pendant ces journées-là.
on va éduquer, on va faire découvrir les savoir-faire, les arts, les valeurs, les rites, les traditions. Et puis, le festival, c'est tout autre chose. Le festival, c'est une cérémonie de grande envergure pour maintenant faire découvrir au grand public tout ce que l'on aura appris. Et ça a beaucoup plus une valeur touristique et économique. Très bien. Parce que lorsqu'on organise des festivals, il y a des gens qui viennent. Par exemple, vous avez eu le festival récemment, là, le festival culturel de Bitam. Il y a des invités qui viennent de la Guinée équatoriale, du Cameroun, qui viennent assister, qui viennent regarder, qui se retrouvent même souvent parce qu'on a... vous savez qu'avec les FAN ont migré. Et donc, il y en a qui sont restés un peu en Guinée, beaucoup en Guinée équatoriale. Oui, quand même. En Guinée équatoriale, au Cameroun aussi, beaucoup quand même. Beaucoup en Guinée équatoriale et beaucoup au Cameroun, même si on les retrouve chez... ils ont d'autres appellations au Cameroun, Eto, Neondo, Beti, Boulou. Mais... Il reste une minute, allez-y. D'accord. Donc, vous avez, quand on fait un festival comme ça, tout le monde vient et tout le monde découvre et on retrouve même des des liens. Et donc, c'est pour ça que c'est important, non seulement pour le pays, mais pour nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est rentable économiquement et puis c'est rentable de façon pédagogique, sur le plan de la connaissance. Sociale. Merci à vous, Madame Honorine Angue-Minta. Je vous en prie, merci. Rappelons que vous êtes la responsable de communication justement de l'ONG Génération Écan et vous êtes venue discuter avec nous. Alors, on l'a titré autrement, mais au cours de cet échange, on est venu parler de la culture et de la transmission, de la nécessité de valoriser notre culture, de valoriser ce que nous sommes pour ne pas nous perdre et pour savoir où nous allons.